Alors maintenant, je vais vous parler que des sujets normaux, pas de pathologie, mais de ce que l'on en sait de l'évolution. Euh, Comment on tient debout? Il y a eu différentes idées. Au XVIe siècle, Aquapente pense qu'il y a une contraction incessante des muscles antagonistes qui permettent de tenir debout. Il faut attendre quand même pas mal de temps, puisqu'en 1846, les frères Weber estiment qu'on n'a pas besoin d'activité musculaire pour tenir debout, il suffit d'avoir la ligne de gravité qui passe correctement et on met en tension les systèmes ostéo-ligamentaires. Et puis, peu de temps après, à peu près dans ces mêmes périodes, Géraud Tholon, puis Paul Richet en France, combinent ce rôle de la distension ligamentaire et de l'activité musculaire. Paul Richet, qui était professeur d'anatomie aux Beaux-Arts de Paris, par cette technique très simple et très astucieuse de la planche, détermine la position de la ligne de gravité. Et il montre qu'en fait, cette ligne de gravité, à condition de passer derrière les têtes fémorales, devant le genou, un petit peu en avant de la tibio-tarsienne, et devant le thorax en arrière au niveau lombaire, suffit pour pouvoir tenir avec un minimum d'activité musculaire. Et il avait cette espèce d'exemple en carton qu'il montrait à ses étudiants pour montrer que finalement, si la ligne de gravité passe correctement, eh bien uniquement avec un peu d'action au niveau du triceps et des extensions du cou, la station debout est parfaitement possible. Ça a été la base de la théorie du pendule inversé. En fait, on sait maintenant il y a également des contrôles au niveau postural, au niveau du bassin, et on a maintenant le double pendule inversé et peut-être bientôt le triple pendule inversé. Ces études, finalement, avec les progrès techniques de l'EOS, des plateaux de force, on peut être vérifiées et étudiées dans l'évolution dans le temps, comme dans cette étude japonaise, qui montre qu'évidemment, il y a une tendance progressive dans le temps à l'antépulsion du tronc, mais que la ligne la ligne de gravité qui va du conduit auditif externe jusqu'en avant des chevilles reste identique. Ce qui bouge simplement, c'est le reste en dessous, avec une adaptation, encore une fois, qui se fait au niveau du bassin, avec une rétroversion pelvienne, et au niveau de la lordo-cervicale, qui sont les deux éléments régulateurs essentiels dans une population normale avec l'âge. Alors, les études biomécaniques montrent que, là encore, au niveau du tronc, revenons au niveau du tronc, cette posture peut se tenir avec une combinaison astucieuse entre les éléments passifs et un minimum d'activité musculaire où les muscles longs qui vont depuis le bassin jusqu'au thorax assurent le positionnement, et là encore avec une régulation fine de la position du bassin qui est essentielle. Bien sûr, dans les activités autres, et là je vous ai pris deux exemples, pour les nostalgiques de mai 68, le lancer du pavé, pour les adeptes de la Coupe du Monde de football dans l'activité, vous voyez que là, il y a évidemment des activités musculaires beaucoup plus importantes. Alors, qu'est-ce que ça devient avec l'âge chez la population normale, sans rentrer dans le pathologique? Eh bien, il y a la littérature assez nombre d'études, comme chez les Japonais savent le faire, sur plus de 1500 hommes et femmes, répartis à peu près également entre les uns et les autres, en étudiant des groupes musculaires au niveau du tronc, une dizaine de groupes musculaires. Ils montrent que cette masse musculaire globale va en diminuant de façon plus importante chez la femme que chez l'homme, 23% chez la femme et 15% chez l'homme, mais que c'est variable selon les sites musculaires. Et dernier point qui sera encore vérifié dans d'autres études, ce n'est pas symétrique. Donc beaucoup de prudence dans les études pathologiques, il faut savoir se référer à tout cela. Alors une autre étude qui a été faite à partir de coupes scanner, vous voyez que là il y a encore une quantité importante de patients, 250 hommes et femmes, qui sont répartis par décades à partir de 40 ans jusqu'au-delà de 80 ans. Donc on est bien dans le groupe de vieillissement. Ceci est ramené à un indice d'activité physique, et c'est des études qui sont réalisées sur une dizaine de groupes musculaires portant à la fois sur la densité et sur la taille, sur la surface de section des muscles. Il y a une différence selon le sexe. Cette taille est supérieure chez l'homme, de même que la densité, vous le voyez, est supérieure chez l'homme par rapport à la femme. En fonction de l'âge, la densité, qui traduit donc l'infiltration graisseuse, il y a une décroissance avec l'âge pour les deux sexes. Mais là encore, elle est plus importante chez la femme, puisqu'elle diminue de 17% tous les 10 ans, que chez l'homme, où elle diminue de 11% tous les 10 ans. Et elle est identique pour certains groupes musculaires, mais différent chez la femme selon certains groupes, et notamment le droit antérieur, le multifidus, enfin, l'oblique externe. Selon l'âge, il y a également une décroissance linéaire de la masse musculaire qui est plus importante chez l'homme que chez la femme. Et là encore,
la taille du muscle diminue plus chez l'homme parce qu'il n'y a pas cette compensation par du remplacement par de la graisse. Selon les groupes musculaires, là encore une fois, j'insiste sur le fait que cette décroissance est plus importante pour les muscles externes et pour un certain nombre de groupes musculaires. Alors, il est intéressant de regarder, là c'est Rebecca Crawford qui a regardé en reprenant un certain nombre de publications, qui montre qu'il y a des variations selon les ethnies. Les Asiatiques ont une dégénérescence, une infiltration graisseuse plus importante que les Caucasiens. Les groupes musculaires, là encore, les muscles postérieurs sont les multifidus et érecteurs spinés ont une dégénérescence graisseuse plus importante que les psoas, qui restent protégés pendant très longtemps. Et enfin, selon les niveaux, au niveau lombaire bas, la dégénérescence graisseuse est beaucoup plus importante qu'au niveau lombaire haut. Et ce qui est intéressant, comme vous le voyez, c'est qu'il y a une décroissance qui est lente jusqu'à l'âge de vers 50-55 ans, et puis cette infiltration graisseuse augmente de façon importante après la cinquantaine. Alors, est-ce que finalement, ce changement morphologique que l'on voit sur des radios, sur l'ultrason, sur les IRM, etc., est-ce que c'est une incidence sur la force et la fonction musculaire chez les gens plus âgés? Dans cette étude nord-américaine, très très complète, le nombre de patients évidemment plus limité, les muscles sont étudiés par ultrason, à la fois dans leur épaisseur et dans leur surface de section, et sont étudiés la force musculaire, des tests fonctionnels, comme vous le voyez, différents types de tests, des tests d'équilibre. Tous ces éléments d'évaluation sont extrêmement importants. En analyse univariée, il y a une corrélation entre la taille, la surface musculaire et les tests fonctionnels, de même qu'avec la force, l'équilibre et les tests fonctionnels. En revanche, en analyse multivariée, il retrouve uniquement une corrélation entre la taille du droit antérieur, donc l'importance des muscles antérieurs, et les tests fonctionnels. Dans cet autre type d'étude, cette fois, a été mis en corrélation les tests isocinétiques, vous voyez, sur un grand nombre de volontaires, c'est une étude japonaise, en comparant un groupe d'adultes jeunes, 187, à un groupe d'adultes plus âgés, au-delà de la quarantaine, par tranche de 10 ans. On voit que la force de flexion diminue avant la force d'extension, 60 ans versus 70 ans. Comparé à une population de jeunes adultes, après 80 ans, chez l'homme, il existe une diminution de la force de flexion plus importante que la force d'extension et encore plus importante chez la femme, mais dans cette même relation que chez l'homme. Et le rapport entre flexion et extension diminue après 60 ans chez l'homme et après 50 ans chez la femme. Donc vous voyez que ce processus évolutif est différent chez la femme et chez l'homme. Est-ce qu'il y a un retentissement également sur les conditions d'équilibre, de station debout, de risque de chute? Il y a encore une étude qui a été faite, là, cette fois à partir de coupes scanner, en étudiant la densité et la surface de section. Globalement, une plus grande densité musculaire va avec un meilleur équilibre et moins de risque de chute. En revanche, l'augmentation de la taille des muscles, elle est associée à un mauvais équilibre, ce qui a été expliqué par une essai d'augmentation de l'oscillation posturale. Donc l'équilibre composerait plus sur la qualité du muscle que sur la taille du muscle. Dans cette dernière étude que j'ai gardée en exemple, d'autres aspects sont étudiés. On sait qu'avec l'âge avancé, les compensations d'éléments de déséquilibre se font par des coactivations entre les agonistes et les antagonistes qui entraînent une certaine raideur articulaire et diminuent le risque de chute ou de fléchissement. Mais ceci au prix évidemment d'une augmentation d'un plus grand coût énergétique. Et bien paradoxalement, et ça c'est quelque chose qui demande à étudier et regarder de façon plus précise, au niveau du tronc, cette coactivation est plus faible, ce qui serait donc témoignage d'une diminution du contrôle postural. Alors je vous résume un petit peu cet ensemble. La station debout naturelle est réalisée avec un minimum d'activité musculaire et le grand fessier n'est pas nécessaire à la station debout. Il ne fonctionne pas du tout en station debout, le grand fessier. Le vieillissement musculaire naturel est marqué par une infiltration graisseuse. Cette sarcopénie est plus marquée chez la femme que chez l'homme. Elle varie selon les groupes musculaires et elle est asymétrique. Là encore, c'est des points, tout ça, qui demandent à être expliqués. Elle s'installe progressivement à l'âge adulte avec une évolution plus rapide à partir de 50-60 ans. Elle a une traduction fonctionnelle. Et enfin, il n'y a pas, je dois dire, je n'ai pas retrouvé dans la littérature de preuve d'action
sur la densité musculaire d'un programme d'exercice chez un adulte âgé sain. Pour terminer et conclure, je voudrais que la physiologie de l'équilibre est évidemment la coordination de 3 systèmes qui interagissent. Il y a des informations à différents niveaux, sensoriels, visuels, vestibulaires. Il y a un système musculo-squelettique qui va répondre et qui lui-même peut être perturbé. Et enfin, il y a évidemment l'élément neurologique à différents niveaux, médulaire, sous-cortical, cortical, car l'IRM fonctionnel permet d'évaluer cette activité corticale supérieure. Il faut garder à l'esprit que l'atteinte de l'un de ces systèmes peut entraîner une perturbation de l'équilibre et que tous sont exposés au vieillissement physiologique. Je vous remercie.